Donc, deuxième partie de l'interview de Patrick Ronda. Ouais. Donc, on va continuer donc sur la partie classique. Oui. Donc, je voulais savoir si tu avais tes compositeurs favoris, tes interprètes. En fait, le classique, si tu veux, j'ai commencé, c'est marrant, mais grâce à Ritchie Blackmore, en fait. Ouais. Rainbow, Purple, il citait toujours Jean-Sébastien Bach. Et donc, j'ai commencé par écouter Bach, beaucoup. J'ai trouvé que c'est vraiment un compositeur que j'adore. Enfin, c'est vraiment un des premiers que j'ai écouté et que j'ai le plus apprécié. Ensuite, il y en a eu plein d'autres. J'adore Beethoven. Mozart, j'ai eu toujours des trucs dans le sens où Mozart, il y a un côté, dans certains titres, un côté justement ce que je disais tout à l'heure sur la musique, le côté léger, un peu guilleret, on va dire, que j'aime pas trop. Et en même temps, si tu écoutes le Requiem, c'est le contraire. Donc il y a des morceaux plus sombres chez Mozart, hyper intenses, et des morceaux plus légers. En fait, j'aime pas du tout les morceaux légers de chez Mozart. Mais par contre, les morceaux plus sombres, c'est fabuleux. Le Requiem, c'est une des plus belles pièces classiques du... C'est connu, c'est hyper... mais ça reste une des plus belles pièces mondiales. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de gens, j'adore Fauré, j'adore Debussy, Ravel, Kressler, donc un violoniste, j'écoute beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a composé des pièces, mais qui a surtout écrit pas mal d'arrangements pour des violonistes et qui a écrit beaucoup de pièces à la manière d'eux. Et donc vraiment quelqu'un d'intéressant. Puis il y en a plein d'autres. Je crois que bon, Vivaldi qui reste un de mes favoris, plus pour le trait de violon, pour l'écriture, mais pour les parties de violon, je les trouve superbes. Bon, Paganini évidemment pour le côté virtuose, mais c'est vrai que Vivaldi, il y a un côté très tendu, très staccato, et qui correspond peut-être bien à mon jeu aussi, qui fait que je me retrouve assez bien dedans. Et des interprètes, par exemple des violonistes, des pianistes que tu apprécies? Oh, ben, ouais, il y en a plein, et c'est vrai que dans les violonistes, faut que ce soit Itzhak Perlman, il y a plein de gens, tu parlais d'Yehudi Menuhin tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres, si tu veux. J'ai pas réellement fait une fixette là-dessus, tu vois. David Oistrakh, j'aime bien son intensité de jeu, voilà. Mais... Ok, nickel. Oui, j'allais repartir. Donc au niveau là, de ton expérience avec le pianiste, oui. Donc si tu as des difficultés, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Je pense que ça doit pas être... Il y en a, si tu veux. Bon, les pièces que je joue ne sont pas forcément très dures. La principale difficulté, c'est que moi je suis lecteur, mais je ne suis pas un excellent lecteur, enfin, dans le sens où je peux lire pour apprendre, mais je ne peux pas lire pour jouer. Pas ça en tous les cas. Et puis même si je le faisais, je ne jouerais pas bien. Donc j'ai besoin donc, de mémoriser. Donc il y a un boulot de mémorisation, il y a un travail dans le détail, parce que là je suis pas... là avec Hervé, je ne peux pas me permettre, il faut quand même que ça soit joué texto, et tu t'aperçois que bon, tu joues des choses, puis si tu regardes la partition, tu t'aperçois que c'est pas une note sol, il y a l'octave sur la première fois, mais des fois l'octave il est en plein milieu d'un moment qui te facilite pas la vie. Des fois tu as deux quintes avant de faire une note, ou tu as tout un tas de petits trucs comme ça, il faut trouver les bons doigtés, il y a des doigtés qui sont difficiles, et puis il y a l'interprétation, la musicalité du tout. Le son aussi me pose un problème, dans le sens où je peux pas jouer avec le son que j'ai d'habitude. Il faut un son plus lisse, plus propre, même si j'ai pas... Le son, il est toujours lié à un ensemble d'instruments. Et c'est vrai que quand tu es tout seul avec un piano, notamment les sonates, tu as des fois le piano qui est tout seul de mesure, des fois tu es tout seul de mesure, et donc il faut pas que tu aies un son... faut que tu aies à la fois un son plein, faut pas que ça fasse un petit son aigrelet, et en même temps, faut pas que ça arrache les tympans. En même temps, il faut que ça soit précis, il faut que ça soit dynamique, parce qu'en fait, quand tu fais des tracks, tu mets des nuances d'attaque, il faut qu'elles y soient. Il faut que si tu joues à peine, il faut que ça soit quasi clair. Et en même temps, il ne faut pas que ça soit trop dur à jouer, parce que sinon, quand tu as des phrases liées, comme je disais aussi tout à l'heure, bon, faut quand même qu'elles soient fluides. Et puis, tu as des traits rapides, il ne faut pas que ça te hache ton jeu non plus, notamment en aller-retour. Donc, voilà, donc j'ai trouvé plusieurs essais. Je suis en train de tester des haut-parleurs sur mes baffles. J'essaye plusieurs choses. Je suis en train de tester des vintage 30 Célestion sur un baffle. Et puis j'ai acheté plein de distos à transistor, donc j'en ai acheté de différentes marques. Voilà, il y a T-Rex qui fait des distos, j'en ai acheté une de chez Visual Sound, Jekyll and Hyde, qui est vraiment bien, dans le sens où tu as un overdrive, une disto, tu peux mettre l'une ou l'autre, les deux ensemble, et tu as une large palette, et tu arrives à avoir un son qui est intéressant, donc je suis sur ça aussi. Et autrement, pour les néophytes en classique, oui. Est-ce que tu aurais, je sais pas, des œuvres que tu recommandes pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop et qui voudrait commencer à écouter du classique? C'est délicat parce que si tu veux, il y a ce que j'appelle des hits en classique. Tu vois. Ah bon, les 4 saisons du Vivaldi, c'est un hit. En fait, je penserais plutôt vraiment... Moi, enfin, ça dépend ce qui t'attire. C'est évident que
moi, tout ce qui est le travail de bac pour les instruments, que ce soit pour violoncelle, seul, que ce soit pour violon, seul, que ce soit, je trouve ça fabuleux. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses que j'adore. Bon, les 4 saisons, c'est un hit, mais en même temps, ça vaut le coup quand même d'y jeter une oreille. Même s'il y a des saisons que j'aime pas trop, par exemple le printemps, je suis pas fou du printemps. Donc c'est vrai que j'aurais une tendance à aimer l'été et l'hiver dans les 4 saisons. Mais bon, il y a plein de choses. Ok. Donc là, on va enchaîner sur une partie technique. Donc, tu es très connu pour ton jeu en aller-retour, très précis, avec une belle attaque, une belle dynamique. Comment fais-tu pour sonner aussi musicalement, car il n'y a pas cet aspect en fait mécanique linéaire qu'on retrouve chez beaucoup de guitaristes. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour... Je pense que c'est une histoire de travailler en fait, de travailler l'attaque et les nuances d'attaque et les accentuations. Et il y a un travail sur la position de la main, en fait, pour trouver petit à petit des choses qui soient fluides, qui soient musicales. C'est vrai que souvent, on a au niveau du bras, souvent tout le bras raide ou tendu, tu vois, ou une mauvaise position à ce niveau-là, ou trop d'angles à la main droite, ou pas assez. Et c'est vrai que le choix du médiateur, je pense pas qu'il y ait une position ultime, mais il faut trouver sa position qui fonctionne. Ce qui est clair, c'est que pour être fluide, rapide avec une attaque, le mieux c'est d'avoir un mouvement qu'au niveau du poignet, c'est-à-dire d'éviter de tout... Donc il faut que ça soit en fait vraiment qu'avec... faut pas jouer comme ça en fait. Vraiment, et même bon, en plus pas oublier qu'il faut mettre une attaque, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est comme en classique, le son d'instrument il est lié à l'attaque que tu mets, c'est-à-dire ce que tu amplifies par la guitare, c'est le son que tu mets. Le problème c'est qu'il faut attaquer fort et en même temps il ne faut pas que ça sonne bûcheron quoi. Et donc c'est d'avoir une espèce de souplesse voilà, qui n'est pas forcément évidente. Alors, au niveau des positions, tu es plutôt un adepte des positions à 3 notes par corde ou plutôt à 2 notes par corde? Enfin, les positions serrées, ce qu'on appelle positions serrées, plus anciennes. Alors en fait, si tu veux, c'est un truc que je dis souvent, il ne faut jamais remplacer une position par une autre. Je trouve que c'est un guitariste qui systématise, qui me dit moi je joue que 3 notes par corde, ou que 4 notes par corde, ou que 2 notes par corde, je trouve ça complètement con. Donc dans le sens où si tu veux, qu'est-ce qui peut te faire pousser vers l'utilisation d'uniquement 3 ou 4 notes par corde si c'est uniquement la vitesse? Mais ça veut dire que tu choisis la vitesse comme but ultime au détriment de la musicalité, du choix des notes, de la musique quelque part. Et en fait, toi je me suis aperçu quand tu dois jouer des œuvres, des fois, bon, dans les pièces classiques, il y a des trucs qui sont à des tempos de 120, 130 en double croche, c'est un tempo médium, mais tu as tellement de choses à jouer qui sont difficiles musicales que là, c'est pas tu peux pas te dire je vais bosser 3 notes par corde, tu joues ce que tu as à jouer. Donc, quelque part, remplacer, tu vois, le problème que tu as, si par exemple je fais un truc tout bête, 3 notes par corde, ça veut dire que tu t'arrêteras toujours là. Ça sera toujours ces cadences-là et ça s'arrêtera toujours là. Et en fait, c'est le problème. Il y a des doigtés comme ça que tu n'utiliseras jamais parce que tu seras toujours dans un schéma, en fait, simplement. Donc je pense que c'est vachement important. C'est limité, quoi. En fait. Ouais, si tu veux, je pense qu'il faut bosser. Il ne faut jamais remplacer un doigté par un autre. Alors, il y en a, ils me disent oui, mais par exemple 2 notes par corde ou avec 2 notes, tu vas moins vite sur un phrasé. Ben oui, mais si ton phrasé, tu peux le faire 3 notes par corde et que ça correspond à ce qui est écrit musicalement parfait, donc tu t'en sers. Mais si par exemple tu as un phrasé qui est plus lent et où tu as des sauts de cordes et des intervalles à faire et que tu ne sais pas les jouer, il y a un problème. Donc si tu veux, il faut le bosser, mais il faut t'en servir à bon escient et il ne faut pas faire le contraire. C'est-à-dire pas faire du doigté, de faire un doigté un but. Est-ce que tu imagines? C'est le contraire. C'est comme si tu disais à un pianiste classique, tu utiliseras que ce doigté-là. Il va te dire, mais attends, de quoi tu parles? Tu as la musique et tu utilises le doigté pour jouer la musique. C'est pas j'ai un doigté, je fais de la musique avec le doigté que j'ai bossé, c'est le monde à l'envers. Ouais, c'est clair. Voilà. Au niveau toucher, tout ça, tout ce qui est bend, justesse, tu as travaillé cet aspect? Oui, enfin j'espère. Non, mais c'est quelque chose souvent qu'on voit chez les débutants, enfin chez les guitaristes qui ne prennent pas conscience de ça. La justesse, l'intonation, le son, l'impulsion, le son que tu as, c'est évident ce que j'ai dit tout à l'heure sur le... En fait, le son, tu l'amplifies, mais il est là quelque part. Et donc c'est important, bien sûr. Et c'est ce qui rend les gens vraiment identifiables en fait. Donc, moi j'ai écouté Blackmore avait un vibrato l'air de rien, le premier qui avait des touches scalopées, qui avait un vibrato assez ample,
qui a eu une incidence, Malmsteen qui a un super vibrato, avec Gary Moore, Steve Lukather, enfin c'est des gens, j'ai pioché un peu partout pour faire le mien, si tu veux. Bon, la difficulté c'est qu'en fait comme moi j'ai bossé sur l'aléatoire, j'ai beaucoup bossé avec des tirants un peu plus durs, genre du 10-46, ce qui fait que c'est un tirant assez difficile si tu prends Malmsteen, bon c'est un 8-46 mais accordé en mi bémol, donc si tu veux ça n'a rien à voir au niveau tension, ça enlève rien à son talent, mais simplement pour des bends c'est différent. Mais par contre en aller-retour ça marche pas facilement, bon lui c'est un jeu différent, mais dans les aigus ça marche pas pareil, t'as pas la même dynamique d'accentuation et donc comme moi j'avais privilégié ça, il a fallu que je fasse avec. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à retrouver un vibrate ample avec du sustain, avec du 10. Voilà. Mais il faut le bosser, il faut travailler. Travailler les débuts de notes et travailler les fins de notes, travailler une phrase avec un vibré. Pas uniquement bosser les gammes d'un côté et les vibrés de l'autre, mais les deux mélanger, parce qu'en fait il faut un moment le mélanger dans ton jeu. Donc une petite montée, puis tu vois, et puis un tiré de corde et répéter cette phrase. Autrement, tu es un guitariste qui peut jouer très très vite, tout en restant musical. Est-ce que tu travailles beaucoup à un tempo bas, tout simplement? Oui, je pense que, si tu veux, ce que j'ai remarqué, ce que je disais souvent dans les écoles, on dit souvent aux élèves, bossez doucement avant d'aller vite, et ça c'est vrai. Simplement, on oublie de dire un truc, c'est qu'il faut continuer à bosser doucement même quand tu arrives à le faire vite. Dans le sens où quand tu joues une phrase très lentement, bah, t'as plus de, ça lui t'arrive aussi, quand tu joues un truc très lentement, tu peux te tromper, tu as plus d'hésitation. Et j'ai souvent des élèves, ils montent un truc doucement, ils se plantent, ils leur font vite pour se le rappeler. Et donc, il y a ça, il y a la sonorité aussi. C'est vrai que souvent, quand tu démarres un instrument, tu as un peu peur de jouer doucement. Tu vois, tu mets des délais, des reverbs, des chorus, parce que tu dis, bon, mon pauvre thème, il va pas sonner, tu vois. Et petit à petit, tu t'aperçois que non, tu peux faire sonner un thème sans effet, sans rien, juste avec l'attaque, avec les vibrés. Tu vois. Et c'est pareil, le sustain, toi, si tu t'attaques pas. Il y a ça. Donc suivant l'attaque que tu mets, ton son peut durer, donc tu peux remplir l'espace et jouer doucement. Ok, c'est clair. On connaît, on connaît Patrick Ronda pour ses solos endiablés, mais les rythmiques sont très impressionnantes aussi, par leur précision, leur signature rythmique. Peux-tu nous parler un peu de cet aspect, parce qu'on parle souvent des solos. Oui, c'est vrai. Mais en fait, j'ai travaillé pas mal sur les mesures composées. Alors c'est marrant, c'est pas systématiquement, dans un trip compliqué. Bon, j'en ai dans des titres où c'est un peu compliqué dans l'écriture, mais des fois, par exemple, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Tu prends un titre tout simple que j'ai fait qui s'appelle Ultimate Dreams, où tu as cette rythmique, tu as ça qui est tout bête, et tu as le deuxième thème qui est sur. Bon, tu as cette rythmique bête à la fin, et. Bon, quand tu écoutes ça comme ça dans le morceau, tu te rends pas compte, mais ça c'est un 3 temps. Donc là en fait je bouffe un temps, à partir de 1, 2, 3, donc j'ai mangé un temps. Alors ça j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire dans les breaks, ce genre de truc là tu l'as dans Born to Buy, tu l'as dans Dream Street, tu l'as dans beaucoup de morceaux, où en fait quand il y a un break batterie, pour éviter que ça tombe toujours, j'enlève un temps par moment, ou autrement, ou je fais une mesure à 5 temps, voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Mais c'est toujours dans un souci musical. C'est-à-dire que si tu écoutes ce truc-là sans te poser la question, tu vas même pas remarquer qu'il y a un. Tu vois. Et c'est pareil, si tu prends l'intro de Dream Street, elle n'est pas carrée, elle n'est pas en 4/4. Mais à l'écoute, elle paraît carrée. Donc j'aime bien ce côté-là. J'aime bien intégrer les mesures composées, mais c'est pareil. Je le fais pas en me disant, ça y est, je vais faire une mesure composée. C'est que généralement je compose et puis je me dis, tiens, là le break il est un peu empâté, quoi. Il est un peu, bon, on le sent arriver, quoi. Donc j'essaye quelque chose, tu vois. Donc ça a commencé comme ça, donc il y a cette partie-là, et puis après il y a évidemment un jeu de mesures composées qui s'intègre dans les compos, mais qui est souvent lié à ça, qui est souvent lié à la musicalité, tu vois. Dans Burnout. Ouais. C'est pareil en 5 temps. Born to Buy aussi qui est très bon. Ça sonne très très musical, mais c'est hyper complexe au niveau, rythmiquement. Le but c'est pareil de te servir, c'est un peu ce que je disais sur le doigté tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas je vais mettre des mesures composées, je vais mettre tes ingrédients et mettre des notes après, c'est tu mets de la musique et quand ça sonne pas comme tu veux, tu cherches dans tes connaissances techniques et théoriques pour que ça sonne musicalement.
Ok. tu vois. Dans Born to Buy, il y a un plan aussi, c'est pareil, qui est tout lié, qui est tout en 4 et en fait qui est tout en 4 notes par corde. Et en fait, je me suis pas dit tiens, je vais faire un plan. C'est parce que je voulais un plan fluide à ce moment-là, justement parce que je fais beaucoup d'allers-retours et je me suis dit tiens, ça serait bien de faire un peu autre chose et que ça soit pas justement trop comment dire, trop voilà, que ça sonne. Et puis j'entendais ça, je me suis dit bon bah là 4 notes par corde pour ça c'est super. Donc voilà, je m'en sers. Ok. C'est pas le contraire. Ok. Donc, ok, on va passer sur une partie son. Je vais essayer de me dépêcher parce que ça en tourne. Donc, ton matériel, tu me parlais un peu de ton matériel en ce moment. Bah écoute, là, celle-là, c'est la première guitare qui m'a été faite par Ibanez en 99, donc c'est le premier prototype du modèle signature qui va sortir. En fait, ce qui va changer sur le modèle définitif, il sera noir transparent avec un pied de zo. La tête sera avec le même logo, tête noire avec le même logo que ça. Les grenouilles soit comme ça, soit à la 5e case, on ne sait pas encore. Et au niveau des micros, ça sera un Virtual Hot Path, donc en aigu et un humbucker from L en grave, avec le potentiomètre de volume qui est légèrement plus bas. Et c'est une caisse donc avec ajout tablérable, 1046 Ernie Ball pour les cordes. Les médiators, c'est les signatures libanaises. Et les amplis, je suis chez Pivi, donc j'ai une triple X, une Ultra, que j'utilise assez souvent. J'ai une classique 50, deux têtes 51-50, et ça dépend un peu de ce que j'ai à utiliser. En ce moment, plus souvent, c'est la triple X qui a été légèrement modifiée pour ressembler à une Ultra en fait. Elle a un plus gros son que l'Ultra, mais je voulais m'en rapprocher parce que l'Ultra a un son très lisse, très serré, très doux. Et je voulais ça avec un peu plus de dynamique. Avec la triple X modifiée, c'est vraiment pas mal. Et puis des différents types de baffles en fait. Principalement des 51-50 PV et certains avec donc des Vintage 30 sélection. Et là, avant, je crois que tu jouais avec un Thomson en aigu, non? Ouais. Mais en fait, ça a commencé avec En fait, je jouais avant avec des micros chez Seymour Duncan qui ne saturaient pas tellement. Et quand je suis passé chez DiMarzio, j'ai mis un PAF Pro. Toi, la vidéo que j'ai fait, c'était avec un PAF Pro. Les premiers lives aussi que j'ai fait, je trouvais le son mordant. J'aimais bien le côté stratoïde en fait du PAF Pro. Par contre, en thème, en mélodie, c'était un peu clang-clang, quoi. C'est bien pour les solos énervés, les rythmiques, mais en thème, c'est un peu sec, quoi. C'est un peu aigre. Et donc, je trouvais pas chez DiMarzio un truc, donc j'ai pris le Tone Zone, puis j'ai trouvé que c'est un beau micro qui a l'avantage de sonner sur quasiment n'importe quoi. Tu le mettrais sur une télé, presque tu aurais le son. Donc, il a beaucoup de gains. Et quand j'ai commencé à bosser sur le projet classique, sur la partita déjà, ça commençait à me poser un problème. Et quand j'ai commencé à bosser sur ce projet, j'avais beau baisser le gain de l'ampli, j'avais toujours trop de grains. Et les basses claquaient pas assez. J'aime bien, si tu veux, quand c'est-à-dire qu'elle reste vachement claire et où tu as le son de la corde, tu vois, le son de la corde à vide brillante, tu l'as toujours une fois avec la saturation. Le Tone Zone, il donne un son un peu plus rond, un peu plus médium, une bosse aussi. Et donc j'ai décidé de prendre celui-là. Donc il a beaucoup moins de niveau de sortie, mais il est à la fois chaud, rond et en même temps vachement précis. Bon, j'aime bien ça. C'est ce qu'il vous reste à prendre comme micro aigu si vous Non, mais c'est vrai que c'est un micro qui sort. Non, c'est un bon micro. C'est le plus puissant des vintage de chez DiMarzio, donc c'est un micro qui est beaucoup moins puissant. Il est même moins puissant qu'un PAF Pro. Bon, moi je sais ce que je vais prendre. Tu verras. T'essayeras en tous les cas. Ouais, je vais essayer, c'est clair. Et l'autre truc, c'est quand tu le splits aussi avec le humbucker from L, c'est très... C'est clair, quoi. C'est un truc qui est... Bon, là, on est sur un Bandit 112, hein, on n'est pas... Hein, non, mais ça sonne déjà super bien, quoi. Voilà. Au niveau comme ça du son, je sais pas... Vite fait, au niveau des plages de fréquence, tu baisses plutôt les médiums, tu rajoutes des basses ou des trucs. Tu as plutôt une couleur. Je pense qu'il faut éviter d'avoir un réglage prédéterminé sur quoi que ce soit. Ça vient vachement des doigts, mais t'as pas des. Non, parce que je veux dire par là, il y a des trucs sur lesquels ça marche pas. Tu as des amplis qui sont creusés, par exemple. Tu vois, sur l'Ultra, j'ai enlevé beaucoup de médiums. Tu mets une triple X, elle est quasiment creusée. Tu peux pas virer, si tu vires des médiums, il ne te reste plus rien. Tu as des amplis. Tu sais, je me suis aperçu qu'il faut pas trop regarder, il faut écouter beaucoup. Tu vois, les mecs qui ont un Line 6, un pod, si tu creuses et que tu mets des basses à fond, c'est horrible. Enfin, je veux dire, tu peux pas avoir un principe comme ça. Ce qui est clair, c'est que les médiums creusés, c'est bien en rythmique, c'est bien pour les rythmiques extrêmes, c'est bien quand tu as beaucoup de saturation parce que ça donne un son qui est ouvert et qui est précis. Le problème, c'est qu'après, quand tu fais un thème, si tu as ce son-là ou un solo, tu as un solo qui est aigrelet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de son dans les médiums, ça va dans les aigus et c'est... et donc c'est un peu, tu vois... On a l'impression. Et dans les musiques instrumentales, tu as besoin d'avoir un thème avec du médium aussi. Donc je peux pas trop creuser les rythmiques, sinon le changement entre les deux est trop insupportable.
Ok, ouais, ben là, c'est On clair. va dire au revoir avant que tout se coupe. Ouais, ouais. Salut, merci à vous, puis à bientôt. Donc voilà. Si tu as des petites questions, on peut continuer, mais on aura dit au revoir Disons au que ça moins. arrive de couper. Bon, on a dit au revoir, on va continuer, puis ça arrive de couper, quoi. Donc voilà, Patrick vous dit au revoir. Voilà. Et donc, bon, on va continuer donc, sur une partie Home Studio. Oui. Donc je pense que tes maquettes, tu fais pas mal de MAO. Oui, j'ai un Pro Tools Lite, j'ai un Mac, un G3, et je fais donc les guitares du dernier album ont été faites chez moi. Ok. Tout ce qui est maquette, synthé, boîte à rythme, basse, je compose tout sur un séquenceur. Ok. Et puis après, je me sers des fichiers MIDI, ou je rentre ça avec une guitare MIDI. Ok. Voilà. Et c'est vrai que bon, ça me permet de faire les guitares chez moi maintenant, ça reste cool. Et t'as des petits conseils, je sais pas, pour enregistrer des guitares rythmiques chez soi, via un PC, il y a des petits trucs qu'il faut pas faire, foutre trop de gains, je sais pas. De toute façon, il faut jamais mettre trop de gains à la guitare, il faut essayer de se forcer à en mettre le moins possible. C'est déjà les guitares, quand tu les doubles, si tu doubles des guitares très saturées, ça devient empâté. Et c'est important de même te bagarrer un peu avec ton son. Si c'est trop facile à jouer, ça marchera pas après. Donc ça, un autre truc, comme on peut évidemment grâce au logiciel refaire des bouts, refaire des petits bouts, monter. Moi je pense qu'il faut pas se trahir, c'est-à-dire pas faire des choses que tu peux pas jouer live, pour pas qu'il y ait un décalage énorme entre ce que tu joues, voilà comme ça, et ce que tu enregistres. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Si moi je te joue un titre de l'album avec le bandit, tu vas me retrouver globalement en gros quoi. Faut pas que ça soit une photo déformée de ce que c'est. Donc pas passer trop de temps. Si ta vitesse maximum c'est 180, pas te dire je vais pouvoir le faire à 182, faut mieux faire à 170 et le maîtriser et pouvoir le jouer n'importe quand plutôt que de te pousser le bouchon et de le réussir une fois sur 4. Donc c'est pas parce que c'est un outil qui permet de tout monter, tout refaire, tout dropper. Moi je m'en sers comme un vrai magnéto, comme un gros magnéto. Si j'ai fait un solo bien qui a un pain à la fin, je répare le pain, mais stop quoi, je fais pas un truc en bout par bout, une intro en sweep où je monte note par note, enfin bon, voilà, je pense qu'il faut pas tomber dans ce piège là parce que de toute façon le live après faut y aller. Et une petite question au niveau enregistrement, est-ce que tu enregistres avec des effets? Tu rajoutes tout ce qui est effet à... Non. Alors ça arrive des fois sur des trucs un peu planants, où tu as une ambiance où tu fais des notes avec des délais, où il y a très peu de notes, et pour te mettre dans l'esprit, tu joues avec l'effet. Ça m'est arrivé. Des parties qui sont très, je pense la partie planante de Duality par exemple, sur On the Edge, où elle est un peu planante, et je l'ai joué avec l'effet parce que j'arrivais pas à rentrer dedans réellement, il y a très peu de choses. Donc ça m'arrive. Mais sinon j'essaye d'enregistrer droit, vraiment avec la saturation de l'ampli, pas de reverb, même en moniteur, même à l'écoute. C'est un peu plus dur, mais au moins tu sais ce que tu envoies. Faut que je puisse réécouter mon solo tout seul, comme ça, sans effet, sans avoir de gêne. Et ça, notamment en aller-retour, c'est difficile à avoir. Parce que quand tu te réécoutes, les plans ça va, les plans legato ça va, et quand tu as le plan d'aller-retour, s'il est tout seul en pleine face et qu'il n'y a pas d'effet, pour que ça sonne vraiment musical et fluide, il faut y aller. Ben voilà, donc la fin de l'interview. Et donc, est-ce que tu as des concerts ou des masterclass prévus dans les mois qui arrivent? Oh, des masterclass, il y en a pas mal. Il faut aller sur mon site ronda.com, tout est annoncé. Et puis sinon, je travaille sur mon projet d'album qui sortira donc avec Hervé Nkawa au piano, qui sortira, je pense, 2007. On va l'enregistrer soit en juillet, soit avant la fin d'année, septembre 2006, un truc comme ça. Ben voilà, un petit autrement pour finir, un petit message pour les lecteurs. Merci à toi déjà de ton temps, et puis merci à vous tous. Et puis, à très bientôt. Ben voilà, fin d'interview, j'espère que ça vous plaira.